papier, et pour y avoir accès, c'est vraiment normé sous condition. Alors que moi, ce qui m'avait énormément marqué, c'est qu'en tant qu'étudiante en histoire de l'art, j'étais certes passionnée par l'art, mais quand j'ai eu accès à cette mine d'or de documentation, je me suis rendu compte qu'on apprenait des tas de choses aussi en traversant et en parcourant cette documentation qui n'est pas accessible aujourd'hui à tout le monde. Je dirais moi, personnellement, et là je le dis de manière très personnelle, malheureusement. Malgré ça, malgré tout ça, il y a cet espace de gestion avec l'inventaire. L'inventaire des collections sert donc à inscrire l'objet d'art dans le domaine public. Il y a des tas de créations d'objets documentaires comme le dossier d'œuvre, le dossier d'artiste, les dossiers d'exposition. Il y a le livre des mouvements aussi, puisqu'à chaque fois qu'une œuvre bouge, ou est restaurée, ou s'il y a un incident sur l'œuvre, il y a des choses qui sont notées, tout est répertorié. Toute la vie d'une œuvre, en fait, est inscrite à un moment donné sur de la documentation. Et au fur et à mesure aussi, forcément, de l'arrivée du web, des bases de données, de l'informatique, il y a eu des progressions et une injonction, je dirais, avant tout, de la part de l'institution, enfin, donnée à l'institution muséale de progresser, de se moderniser, et donc, petit à petit, il y a des choses qui se sont créées. Aujourd'hui, on a des sites internet de collections avec des collections en ligne, des bases de données spécialisées, et on a l'arrivée de tout ce qui est avec le web sémantique, de l'open data culturel, qui, avec une plateforme, l'open data, qui doit recevoir les données ouvertes des musées. On a souvent une problématique, c'est par rapport aux bases de données, aux catalogues collectifs qui ont été créés, c'est qu'on se retrouve très souvent avec des doublons, voire des triplons aujourd'hui. Il y a des œuvres qui sont dans la base locale, dans la base régionale et dans la base nationale. Donc pour avoir une idée du nombre de collections, enfin d'œuvres qui sont réellement en ligne, c'est un peu compliqué. Je donne un exemple de base. National, vous avez Joconde, qui est le catalogue collectif des musées de France. Régional, vous avez Vidéomuséum, par exemple. Dans notre région, il y a énormément de musées qui sont sur Vidéomuséum. Et en base locale, vous avez le LAM, par exemple, qui, sur son propre site internet, donne accès à actuellement 6800 œuvres, 6800 notices d'œuvres. Mais le LAM, étant donné qu'il fait partie de Vidéomuséum et qu'il fait partie aussi de Joconde, vous avez ces 6800 œuvres qui sont versées dans Vidéomuséum et accessibles via Joconde. Donc en fait, quand on regarde quantitativement combien de notices sont en ligne, c'est ce nombre d'œuvres en ligne et ce nombre de documents est faussé par justement cette répétition des collections ou de nombre de notices en ligne. Alors, je suis obligée de passer par quelques chiffres, mais pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Une dernière enquête en 2015 par le ministère de la Culture des musées, enfin le service des musées, fait état de 12 millions d'images numérisées des collections en ligne. Alors 12 millions, vous allez me dire, c'est beaucoup. Le chiffre est à relativiser parce que sur 1200, un peu plus de 1200 musées ayant reçu le label France, on a eu 458 réponses, donc plus de 600 musées n'ont pas répondu. On sait que l'importance du récollement est très forte, puisqu'il y a eu un récollement, donc une injonction faite à tous les musées de récoller ces collections, c'est-à-dire de vérifier ces collections et de photographier pendant ces campagnes de récollement les œuvres. La problématique de ce récollement, c'est que c'est un acte technique, le récollement. On va aller vérifier l'œuvre, on va aller vérifier les dimensions, on va aller vérifier son numéro d'inventaire, son état, et le photographe prend une photo. Il ne prend pas une photo d'art, il ne prend pas une photo, une jolie photo avec un joli éclairage, tout ça. Donc résultat, les musées se retrouvent avec
une collection de photos énorme, technique, mais qui ne peuvent pas être exploitées sur les bases de données en ligne ou dans les espaces de numérisation donnés dans ces nouvelles technologies, données à la possibilité de numérisation des œuvres. Le ministère de la Culture estime à 40% des collections des musées de France informatisées. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de 60% qui n'est pas encore sur les bases informatiques et qui sont dans ces fameux catalogues à 18 colonnes. Et il y a cette problématique aussi qui se passe, c'est qu'il y a 200 ans d'histoire sur ces grands catalogues à 18 colonnes où, par exemple, au Louvre, on pose le sceau et c'est très compliqué. Les bases informatiques, et maintenant, depuis quelques années, une injonction à devoir numériser, de tout mettre en ligne. Et ce que je veux dire, c'est que c'est trois choses à chaque fois différentes. Et que la grosse problématique, c'est que les personnels de musée sont assez catégorisés avec ces trois problématiques différentes et ont du mal à faire le lien pour des tas de choses que je vais aborder après. Donc, 600 000 notices en ligne actuellement, ce qui veut dire que toute la gestion informatisée de l'inventaire n'entraîne pas forcément la publication en ligne. Vis-à-vis de l'espace dédié au grand public, moi, ce que je peux voir, et par rapport à tout ce que je peux lire, puisque je rentre dans ces espaces de gestion des musées, de gestion des collections, je vais voir les méthodologies d'inventaire, je vais voir les espaces documentaires, je parle avec ceux qui comptent numériser leur documentation. Et après, forcément, bien sûr, j'ai dit beaucoup de choses sur la médiation culturelle et ce qu'on peut et ce qu'on va en faire. On parle de beaucoup de choses, de guides enrichis, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, d'objets connectés. Les nouvelles technologies avec la géolocalisation, la co-construction, on est de plus en plus. Les musées sont de plus en plus appelés à faire participer leur public vis-à-vis aussi de leurs espaces d'exposition, de leurs espaces documentaires. Il faut savoir que c'est assez compliqué et c'est très français, je le dirais, de faire participer comme ça les publics, ne serait-ce que par rapport, par exemple, je vais vous citer un acte qui est très fort et qui est assez répandu dans le schéma anglo-saxon, c'est le tag collaboratif, c'est-à-dire la possibilité vis-à-vis du musée de rentrer des renseignements dits scientifiques dans les bases de données et après validés, bien sûr et bien entendu, par un schéma, par un conservateur. Alors il y a certains musées qui acceptent cette possibilité-là. Il y a encore des réticences qui sont fortes et une friosité qui est forte dans les musées, de par la formation, de par des luttes de pouvoir aussi, que j'ai pu observer chez certains conservateurs. Et il y a toutes les nouvelles technologies qui arrivent en plus, avec le 3D, avec la visualisation de l'information qui entraîne et qui demande au musée de plus en plus d'aller vers cette numérisation du patrimoine. Vis-à-vis de la communication, là on va quitter l'espace de médiation, donc l'espace d'exposition du musée. Vis-à-vis de la communication, de la présence numérique sur le web, on a de plus en plus de collections en ligne avec des sites web, bien sûr, des réseaux sociaux qui sont de plus en plus importants, des applications. Alors, sur 400 applications mobiles en France en février 2017, vous avez plus de la moitié de ces applications qui sont dédiées à des expositions. Vous avez très peu d'applications dédiées aux collections des musées encore. C'est plus parce qu'on va créer une exposition qu'on va créer une application. Parce qu'il y a énormément de difficultés sur la visibilité totale de l'ensemble de l'inventaire des collections pour créer des applications. Vous avez des plateformes collaboratives, comme Joconde Lab, la Chambre des visiteurs, qui ont été créées. Ce sont des espaces d'exposition. La Chambre des visiteurs, par exemple,
on était dans de la co-construction d'expositions. On demandait, on avait proposé au grand public de choisir certaines œuvres pour créer une exposition. Les chaînes vidéo avec des teasers, la gamification qui arrive et qui est très forte, mais là aussi, je pense qu'il y a vraiment des progrès à faire, et peut-être qu'avec tout ce qui est réalité ou numérisation des objets d'œuvre, on en parlera peut-être un peu plus après. Les financements, les campagnes de financement participatif qui sont fortement sollicitées par les musées, et bien sûr les plateformes de données ouvertes. Alors les constats qu'on peut voir, c'est doublon, base locale, régionale, nationale, je vous l'ai dit. Il y a des freins, il y a des freins qui sont assez ancrés dans le fonctionnement des musées, dans le fonctionnement, dans les procédures des musées vis-à-vis de la numérisation des documents du patrimoine. Moi, je parle vraiment de ça, je ne parle pas forcément de la numérisation des œuvres. Aujourd'hui, beaucoup de musées ont vraiment du mal, et pour X raisons, il y a beaucoup de raisons différentes. Il y a les raisons de droit. Dans un dossier d'œuvre, par exemple, vous avez des archives privées, vous avez des documents d'assurance, vous avez des choses qui ne sont pas forcément légalement mises, qui ne peuvent pas être mises en exposition au grand public, alors qu'elles sont riches en termes de contenu. Vous avez un manque de temps aussi, clairement. Quand j'ai fait des enquêtes au sein des musées, on n'a pas le temps. Les musées sont rythmés par des grandes expositions, doivent aussi répondre à ces injonctions de l'événementiel. Et c'est très difficile aujourd'hui pour le personnel de répondre aussi à ces problèmes de numérisation. Un manque d'argent, ça coûte très cher, très très cher pour les musées de tout numériser. Des bases de données certes existantes, mais avec un flottement entre l'inventaire papier, des erreurs, une qualité insuffisante des photographies qui existent. Le coût des images de bonne qualité, pour avoir une photographie de bonne qualité, je sais, j'ai entendu les coûts l'année dernière à une journée d'études c'est 65 €. Une image, une photographie de très bonne qualité pour une œuvre aujourd'hui. Vous imaginez un peu le coût que ça entraînerait pour les musées. Donc c'est un peu... Et il y a les freins psychologiques qui sont quand même assez importants, puisqu'il y a des rôles et des pouvoirs qui se sont aussi instaurés entre les métiers des musées, dans les métiers des musées, et ces métiers sont en train d'évoluer. On a des conservateurs nouvelle génération, ancienne génération déjà, je dirais qu'ils sont très différents. On peut avoir des conservateurs aussi ancienne génération qui sont très motivés pour le numérique, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, par exemple, sans citer le musée dans lequel j'ai fait beaucoup d'enquêtes, par exemple, j'ai eu témoignage de conservateurs qui ne voulaient pas rentrer directement l'inventaire des collections dans la base informatique parce qu'ils faisaient sur papier, parce que la technologie informatique paraissait technique pour eux et ne relevait pas du savoir scientifique. Donc, donnez, écrivez, ouvrez leur dossier papier et ensuite donnez leur dossier papier aux documentalistes qui sont perçus comme un métier technique, avec des compétences technologiques et des compétences techniques aussi dans les technologies qui permettent à un moment donné et ça change le pouvoir d'ailleurs, parce que souvent ces documentalistes-là ont un rôle, ont une vision beaucoup plus large d'ailleurs sur l'ensemble des collections dans les musées. Donc il y a des freins comme ça qui sont encore ancrés dans le fonctionnement, dans les procédures, et résultat qui bloque aussi tout cet aspect de numérisation du patrimoine. Juste pour vous dire que cette numérisation demande des fortes mutations de fonctionnement, mais aussi de formation, je pense. Il y a un manque au niveau formation, au niveau de la numérisation. Très souvent, quand vous êtes en musée, c'est que vous êtes historien de l'art.
Ça arrive très souvent. C'est pas forcément des métiers à compétences, même quand vous êtes documentaliste. Hein. Moi, j'ai une double compétence, je suis historienne de l'art et j'ai fait des études en documentation. Mais très souvent, vous êtes historien de l'art et vous vous formez sur le tas. Moi, à la base, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait une formation en documentation après être rentrée en musée. Mais à la base, j'étais historienne de l'art et je rentrais, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et j'ai été formée aux techniques documentaires, donc par tradition. Donc ça demande aussi des mutations vis-à-vis des capacités, des compétences, de métier. On a une documentation qui est essentiellement basée sur le papier, et en termes de documentation, vous avez vraiment énormément de choses. Et moi, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est cet anachronisme que vous avez quand vous lisez et quand vous regardez tout ce qui existe dans l'espace de médiation, dans les progrès, dans les revues, dans cette communication, même sur le web, qui est faite en disant, souvent quand je discute avec d'autres personnes sur les musées, mais les musées sont très avant-gardistes. Oui, c'est vrai, parce qu'ils sont aujourd'hui, ils utilisent les nouvelles technologies, et les nouvelles technologies, elles avancent, elles progressent. Mais il y a un anachronisme quand vous passez dans l'espace de gestion qui est assez important et qui peut quelquefois être très frappant. Parce que on est dans un univers qui est fortement territorialisé en plus, hein, avec les métiers, et qui peut être un frein. Et dans les journées d'études faites en interne dans les musées abordés, on est conscient de ça. Enfin, quand je parle avec le personnel des musées, on sait qu'il y a des choses qui doivent évoluer et qu'il y a un retard, de fait par rapport à ces deux espaces. Donc les enjeux de la numérisation, alors il faut savoir que de toute façon, ces musées sont d'abord tenus parce que les musées, historiquement, ce sont des institutions qui ont toujours évolué en fonction des évolutions de la société. Donc aujourd'hui, elles sont tenues de maintenir cette progression. C'est devenu un critère d'évaluation aussi pour les musées, d'avoir du numérique, d'avoir des espaces numérisés, d'avoir des objets numérisés, d'avoir de la numérisation d'œuvres d'art. Ils sont évalués là-dessus. Et les enjeux d'ordre beaucoup plus qualitatif, hein, c'est-à-dire avoir plus de clarté pédagogique, avoir plus de contenu documentaire, avoir plus d'informations sur les œuvres, donner accès librement à ces œuvres. Il y a des choses aussi très pratiques. Hein. Moi, je sais que dans certains musées, on m'a dit à un moment donné, avec la documentation, je vais devoir pousser les murs, je ne sais pas comment je vais faire, et numériser mes dossiers d'œuvres, ça me rendrait bien service, parce que je ne sais plus où les mettre. Et voilà, il y a des volontés aussi qui sont très... qui peuvent se rencontrer, mais c'est encore compliqué. Les questions qu'on se pose, c'est que peut-on et doit-on diffuser ? Il y a quelquefois aussi des grandes questions sur le droit, sur les différents domaines de la propriété intellectuelle dans toute la documentation qui peut exister. La pérennité des supports numériques pose aussi des questions. Je pense que là, c'est des problèmes de formation aussi du personnel auxquels il faudra répondre. Les enjeux de formation des personnels vis-à-vis des compétences et de l'évolution des connaissances vis-à-vis du numérique. Les luttes des territoires, la symbolique du papier qui est très forte dans le métier du patrimoine. Un chercheur, par exemple, hein, moi, quand j'ai interrogé les chercheurs, avoir accès au papier, avoir accès aux documents, alors on me dit, ça m'intéresse de savoir que ce papier-là, il est dans telle documentation, mais quand justement je le trouve, j'ai besoin de le voir dans le papier. J'ai besoin de le voir, de le toucher, parce que c'est le papier corné par tel artiste, parce que voilà, la recherche dans le patrimoine et dans l'histoire, il y a une valeur forte du papier, et donc, résultat, on a toujours envie de donner accès aussi aux documents originaux. Les coûts et les usages aussi à définir. J'ai eu beaucoup de questions quand j'ai posé la question de la numérisation du dossier d'œuvre. Certains musées me disent pourquoi faire tant qu'on ne définira pas des usages concrets, vu le temps que ça prend, vu les coûts, vu tout ce que ça demande, j'ai pas de réponse sur les usages concrets. Voilà, donc en conclusion, je dirais qu'en effet, il y a un anachronisme entre l'espace de médiation et
espace de gestion qui a de nombreux défis à relever, mais qui a une réelle volonté d'avancer des personnels, hein, des musées. Enfin, moi je le ressens fort, surtout au cours de ces 5 dernières années où moi j'ai fait des recherches, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de colloques sur la numérisation qui ont fait avancer les choses. J'avais fait une journée d'études au Louvre-Lens avec les documentalistes. Quand je les revois aujourd'hui, elles ont beaucoup avancé dans ces questions-là. Il y a une journée d'études sur la numérisation des documents et de l'inventaire qui a eu lieu l'année dernière, faite au ministère. Il y a une visibilité qui est donnée, une date, pour rééquilibrer cet espace de médiation et cet espace d'inventaire qui est donné aux environs de 2025. Alors, ils sont positifs, hein, je pense, ils sont optimistes, mais en tout cas j'espère, parce que moi moi qui ai la chance de rentrer dans ces espaces de gestion documentaire, dans ces espaces de gestion des collections, je suis tout à fait consciente que le jour où le contenu rattrapera la numérisation des œuvres avec ces technologies, on aura accès à quelque chose qui vaut vraiment le coup et qui, je pense, attirera beaucoup plus de public dans les musées. Je vais laisser la parole à Madame Bagné pour vous parler de la numérisation des objets.